Dans cet acte créatif, pensée divergente, pensée convergente, en fait, il y a quelqu'un le fameux Steve Jobs qui nous dit en fait la créativité c'est connecter les points, connect the dots. C'est bien ce que Kekulé a fait dans le cercle de Bunsen, des choses qui étaient disparates, il les a agencées de manière nouvelle pour dire que le carbone pouvait s'agencer en boucle. Et ça, c'était ça l'acte créatif. Personne n'avait imaginé que le carbone pouvait s'agencer en boucle. Et là, il a fait un acte créatif. Et donc, je vais essayer de vous proposer comme pensée ce soir, en quoi on sait tous, Guillaume Inot, l'inventeur du syndrome d'apnée du sommeil, New Syndrome dans Science. Mais ce que je vais vous proposer, c'est comment, en fait, il a été conduit à faire cet acte créatif. Quels étaient les dots, les points qu'il a agencés pour créer ce syndrome d'apnée du sommeil. C'est vrai, c'est Guillaume Inot qui a créé le syndrome d'apnée du sommeil, mais à partir d'une somme de matériel et qui avait été construit par d'autres personnes et d'un acte profondément créatif. Et c'est ce qu'on va essayer de voir en 3 étapes. Alors, quand on parle du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on pense évidemment au syndrome de Pickwick. Le syndrome de Pickwick, ça a été théorisé, on va voir par un premier cas clinique à partir d'une analogie avec le roman de Charles Dickens. Là, on voit un artiste en son hommage de son bicentenaire dessiner le Dickens Dream. Dickens qui était dans ses pensées divergentes en train de créer ses œuvres, et donc c'est un hommage fameux qu'on lui fait là en lui disant que en fait on rend hommage à Dickens mais également au lien qu'il avait avec ses créations, à cette capacité à pouvoir être environné par tous ces actes créatifs. Alors dans les papiers de Pickwick, je vous ai emmené 2 livres fondamentaux pour l'histoire de la médecine du sommeil ce soir, donc on va garder secret le deuxième. Le premier, Charles Dickens, les papiers posthumes du Pickwick Club. Et donc, dont un des auteurs qui était, un des dessinateurs qui était prévu pour les papiers de Dickens, c'était ce peintre, mais il avait été refusé. Et le dessinateur, en fait, c'était Robert Seymour. Et Robert Seymour, il dessinait les aventures de Pickwick. En fait, c'était pas tout à fait Pickwick qui nous intéresse dans le syndrome de Pickwick, c'est Joe. Pickwick est là. Ce qui nous intéresse, c'est Fat Joe. Alors en anglais, ils disent Fat Joe. Dans le papier en français, ils disent l'homme avec l'embonpoint. Ils disent pas le gros monsieur, ils disent l'homme avec l'embonpoint, pour être politiquement peut-être correct. Et donc ce Fat Joe, ici, a été pris par analogie dans un des papiers les plus fameux qui pose la naissance du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ce papier de Burwell, en 1956, cité presque 2000 fois, presque 1200 fois, qui pose pour la première fois, semble-t-il, le syndrome de Pickwick. Et en fait, qui utilise une illustration d'un autre illustrateur des travaux de Pickwick, et qui dessine le Fat Joe, et qui définit un syndrome très particulier, en fait. Vous connaissez, en tout cas les gens qui sont pneumologues le connaissent, c'est ce syndrome, il est défini dès 1956, obésité, somnolence, switching, sursaut, cyanose, respiration périodique, polypnée, insuffisance ventriculaire gauche au niveau cardiaque et insuffisance cardiaque. Ok. Donc un syndrome très spécifique. Est-ce que c'est le syndrome d'apnée du sommeil? Ça va être toute l'histoire, ça va être de se dire est-ce que ça c'est bien le syndrome d'apnée obstructive du sommeil? En tout cas, on fonde souvent l'histoire du syndrome d'apnée du sommeil à partir de ce papier de Burwell comme fondateur pour ça. En fait, 1956, un an avant, il y avait un autre papier qui avait parlé de la possibilité de ce syndrome. Il n'avait pas appelé syndrome de Pickwick, Seeker, mais ils avaient utilisé des photos. Ils montraient ces gros monsieur qui pouvaient avoir ces syndromes d'obésité et hypoventilation, en fait, et puis le tableau était similairement décrit chez une série de patients avec toujours le même tableau clinique. Alors, cette allusion à Joe, au Fat Joe, en fait, c'est pas Burwell le premier. Le premier qui en a fait l'allusion, c'était dans une description clinique fameuse qu'on peut retrouver en fait chez Robert Catton. Robert Catton, il est connu parce qu'en fait, c'est lui qui a inventé la première solution technologique pour mesurer de l'activité électrique sur le cerveau. Il a montré qu'il y avait sur le cerveau, le cortex, de l'activité électrique. Et dans la Société royale de médecine anglaise, il a présenté un des premiers cas de syndrome d'apnée en fait obstructive du sommeil, bien avant la description de Burwell, et il décrit ceci.
il décrit un patient en 1888 de 37 ans, volailler. Vous voyez, je vous ai mis toute la description, on pourra vous la transmettre, mais lorsqu'il dormait profondément, on observait un état très particulier de la glotte, une fermeture spasmodique suspendant entièrement la respiration. On dirait que c'est une description, une précision. Le thorax et l'abdomen semblent se soulever par des contractions infructueuses, des muscles inspiratoires et expiratoires. Leur effort augmente en violence pendant environ 1 minute ou 1 minute et demie, la peau devenant de plus en plus cyanogène, jusqu'à ce qu'enfin, lorsque l'état du spectateur était le plus alarmant, l'obstruction glottique cède, une série de longues inspirations et des expirations s'ensuivent et la cyanose disparaît. Donc vous voyez, Burwell est vécu comme celui qui a fondé le syndrome de Pickwick, mais en fait, Catton présente ça en 1868 devant la Société royale de médecine à Londres. Et en fait, il présente ce cas, les gens ne savaient pas trop ce qu'il avait, et le président de cette société dit, en fait, ça me fait penser un peu à Joe. Et dans les rapports, il dit, en fait, peut-être que Joe, dans les papiers de Dickens, qui étaient bien connus à l'époque, on étudiait, enfin, on pourrait faire une analogie ici. Alors, l'idée, c'est, à partir de ce syndrome de Burwell, quels ont été les premiers enregistrements physiologiques. Et donc, la première étape, c'est l'étape du premier enregistrement physiologique de ce syndrome de Pickwick particulier, avec une idée centrale. Le syndrome de Pickwick, et c'est Guilleminot a dû, l'acte créatif, ça a été de s'extraire de cette première connaissance, le syndrome de Pickwick, le CO2 et le poison. La première idée qu'on a par rapport à ce syndrome de Pickwick, le CO2, c'est le poison. Là, je vous ai mis une molécule de CO2, on va voir que progressivement, on va connecter ces dots avec ça. Et donc, si le CO2 est le poison, qu'est-ce qui se passe quand on enregistre le cerveau des patients qui ont un syndrome de Pickwick? Le premier enregistrement qui a été réalisé, polygraphique, c'était à Heidelberg, la plus vieille université allemande, dans laquelle il y avait une équipe, celle de Gérardi, qui en fait étudiait les effets EEG des troubles métaboliques. Une maladie métabolique intéressante, c'est le syndrome de Pickwick. Il y a bien des perturbations métaboliques, et comme il étudiait l'impact sur le cerveau de perturbations métaboliques, il avait créé les premiers polygraphes, enregistré l'EEG avec d'autres lignes graphiques. Vous voyez, on est en 1951, alors je suis désolé, j'ai cherché partout cet article, vous verrez que je vais dans les bibliothèques pour préparer cette soirée, mais l'article en allemand de Gérardi est difficile à trouver. Il n'empêche, j'ai trouvé un article que je vous ai traduit, de description clinique. Environ 10 minutes après le début de l'enregistrement, le patient dormait profondément. Ici, une respiration périodique a été observée avec de courtes suspensions, avec la langue retombant parfois au début de chaque suspension, de sorte qu'il n'y avait pas de circulation d'air malgré les mouvements accrus du thorax. Une description clinique intéressante, mais leur idée, c'était le CO2 est poison, les font dormir, la langue s'obstrue. Ils faisaient des enregistrements l'éveil. Pour eux, le syndrome de Pickwick, c'est une pathologie de la respiration d'éveil, mais ils somnolent. Le CO2 du poison, on s'endort, on obstrue nos voies. Donc en fait, ils décrivent ça, mais ce qui les intéressait, c'était de mesurer le taux de CO2 et l'impact de ce taux de CO2. Et en fait, le deuxième enregistrement polygraphique qui a été réalisé un an ensuite, c'était au National Institute of Health des États-Unis à Bethesda. Un article qui a été complètement oublié, il a été cité à peine 64 fois. Et pourtant, c'est là où on peut retrouver l'article de Drachman et Gumit, un des premiers enregistrements, traces polygraphiques dans l'article. Je vous ai mis ça parce que c'était encore à l'éveil. Et donc, on voit que cet enregistrement polygraphique, pour moi, c'est le premier enregistrement polygraphique dont j'ai retrouvé dans la littérature, et bien, il décrivait le fait qu'à ce moment-là, la contraction, il y avait une ineffective gasping mouvement. Il le décrit là, ici, en point C. Il y avait le fait que la respiration était ineffective. Ils le faisaient de jour, et ce qui les intéressait, c'était le fait que les gens étaient éveillés, puis s'endormaient et faisaient une apnée. Et donc, ce qu'ils décrivent de manière intéressante, c'est que ce qui les intéressait, c'était l'éveil. Et le sujet, ils le voyaient comme s'endormant plus de 200 fois. Donc, leur vision, c'est « je suis éveillé et je peux m'endormir plus de 200 fois ». Exactement. L'invention, le premier retournement qui va se passer avec les auteurs, c'est que ce n'est pas des gens éveillés qui s'endorment, c'est des gens qui dorment, qui s'éveillent. Et ça, c'était le premier retournement qu'il fallait faire et qui a été fait, en fait, par les premières fois, par une équipe à Fribourg, c'est Culot.
ou Kuhl. C'est intéressant, cet auteur, en fait, il a des noms différents dans la littérature en fonction de ses articles. Ouais, il a eu du culot. Et il a fait le premier enregistrement de nuit. La médecine du sommeil n'existait pas à cette époque. À l'époque de Borwell, en 1956, la médecine du sommeil, l'idée qu'il fallait explorer le sommeil n'existait pas. Donc on explorait, on faisait des enregistrements le jour. Et on se disait, les gens sont hypoventiles, ils ont un taux de CO2 élevé, ils s'endorment, ils font leur son glottique, mais finalement, c'est la conséquence de tout le poison CO2. Donc la deuxième étape qui va mettre, c'est l'accumulation de faits qui vont arriver, et l'accumulation de nouveaux faits qui vont nous dire, mais en fait, et si c'était l'inverse? Et donc ça, cet effet inverse, ça va débuter à Fribourg, dans le laboratoire de physiologie de l'Université de Fribourg, où ils vont faire le premier enregistrement électrophysiologique de nuit. Ils enregistrent la journée et ils vont enregistrer la nuit, en commençant à voir que la nuit, en fait, les gens font des apnées du sommeil. Et au cours de la nuit, ils peuvent en faire beaucoup. Donc là, c'est la première, je vous ai mis un code couleur parce que c'est le premier enregistrement où on voit l'effet différentiel. Ils ne respirent pas si mal que ça la journée, mais dès qu'ils tombent dans un short épisode of sleep ou quand ils commencent à faire des autres, Et regardez ce qui est mesuré, c'est le taux de CO2. Eux, ils voyaient encore que c'était le CO2 qui était toxique. Et d'ailleurs, dans son papier, en fait, ça c'est le papier de 1965, dans une revue anglaise, il avait publié ça en allemand avant dans les archives sur psychiatrie. Et dans les archives sur psychiatrie, on trouve des tracés historiques, je vous passe, mais voilà, on peut les trouver. Mais surtout, une des premières théories des mécanismes, et ce qu'on voit au centre, c'est l'impact du CO2 sur les formations des centres respiratoires. Vous voyez ? On est sur un modèle très centré sur ce qui est. Mais première inversion quand même. Le sujet n'est pas éveillé et s'endort, il dort et il se réveille successivement. Ces travaux, Culot les présente à un congrès en 1964 à Oberstdorf, une station de ski, où, devinez qui y avait à Oberstdorf en 1975 ? Un jeune médecin. Non, pas encore Guy Minot. Non, non. Non, je disais monsieur G. Non. Monsieur... Je sais pas comment il fait prendre. Vous me direz quand est-ce que vous êtes à Paris. J'ai pas osé. Non, c'était Monsieur G, oui, mais pas Monsieur GG. Mais non, Monsieur G, Jouvet, c'est J. Monsieur Gasto. Gasto, mais oui. Et Monsieur après, Gasto. à Marseille, il fait des... Exactement. Monsieur Gasto était en Suisse à regarder la présentation de Gérardi, qui va tomber dans l'oubli, Gérardi. Mais Monsieur Gasto, il rentre à Marseille. Et là, en fait, il fait le papier historique qui fonde le syndrome d'apnée obstructive du sommeil dans la revue neurologique, étude polygraphique des manifestations épisodiques diurnes et nocturnes du syndrome de Pickwick. J'adore cette phrase dans son introduction. Nous avons eu le privilège, en tant que médecin, on a le privilège d'étudier des patients, d'enregistrer des patients, de faire chez deux Pickwickens des observations qui nous semblent aptes à apporter quelques retouches au tableau sémiologique. Ce papier est révolutionnaire, il introduit en disant on va apporter quelques retouches, et surtout à fournir quelques explications supplémentaires aux mécanismes physiopathologiques du syndrome de Pickwick. Alors, il publie ça dans la revue neurologique, et il publie le même papier dans Brain. Et je vous ai pris les illustrations un an plus tard, et c'est les mêmes illustrations, c'est exactement les mêmes illustrations. Et donc, ce qui rajoute, l'invention de Gasto, il rajoute les muscles abdominaux et thoraciques. Il va regarder ce qui se passe sur ces muscles abdominaux et thoraciques, et il va explorer au cours de la nuit comment se produisent les éveils en relation avec les efforts musculaires. Et il va définir dans ce papier de 65 quelque chose qui est fondamental, la distinction entre apnée obstructive, apnée centrale, apnée complexe. Avant lui, personne n'avait distingué ces trois types d'apnée. Vous voyez là, quel type d'apnée c'est ? On pourrait ne pas regarder. Ça, en fait, je pense que c'est le cœur qui est perturbé, ou je ne sais pas, mais en tout cas, le taux musculaire il est là. Donc, il n'y a plus d'effort musculaire, il y a une obstruction, c'est une apnée centrale. Ici, il n'y a plus de flux respiratoire, les efforts persistent, c'est une apnée obstructive. Et là, il n'y a plus d'efforts ici, il y a des efforts ici. Apnée mixte, qu'il a appelé apnée complexe, lui, à l'époque.
Et donc, il a l'idée qu'en fait, il y aurait certes des apnées centrales, peut-être de mécanismes physiologiques centraux, l'impact du CO2 peut-être, mais chez certains pics, et de manière intéressante, ceux qui avaient les meilleures capacités ventilatoires la journée, en fait, il y avait plus d'apnée obstructive que d'apnée centrale. Et il voit ses efforts musculaires augmenter, et il a l'idée de faire quelque chose qui est magnifique, c'est de mettre une canule de Gödel dans la bouche de ces patients. Et il montre que, alors que là, quand le patient va en position de décubitus dorsale, les apnées augmentent, les désaturations augmentent. Quand on met la canule, les désaturations sont moins importantes. Il fait l'hypothèse que le mécanisme initial de la maladie n'est pas le CO2 qui entraîne le relâchement musculaire et le poison CO2, mais que l'acte lui-même pathologique, ça serait cette obstruction des voies aériennes supérieures chez certains patients souffrant de pic-wick. Et puis, il fait une autre chose, c'est qu'il montre qu'en fait, le taux de CO2 peut diminuer et associé à une augmentation de la fréquence cardiaque. Il a déjà l'idée qu'il pourrait avoir un impact cardiovasculaire de ce syndrome d'apnée du sommeil, qu'il n'appelait pas encore syndrome d'apnée du sommeil. Vous vous rendez compte, on est en 65, il est dans les représentations du syndrome de Pickwick. Il étudie des syndromes de Pickwick, des gros obèses hypoventilants. Et il faut quand même la tirer fort pour venir emmener progressivement l'idée qu'en fait, ces gens-là, c'est peut-être ici le problème et pas le CO2. Donc dans son article, c'est intéressant, il nuance, il y va à pas feutrer. J'emmène quelques remarques. Je pense que la communauté de l'époque, il fallait... vous voyez, les représentations de l'époque, on pouvait pas, il n'avait pas lui-même. Il emmène quelques remarques, quelques retouches au tableau sémiologique. Une retouche fondamentale et qui va ouvrir le champ à la médecine du sommeil. Et puis, à Oberstdorf, il y avait un autre auteur, avec Guilleminot, il y avait une autre personne fameuse. Là où Gérardi avait fait sa première présentation, il y avait Gasto, mais il y avait une autre personne, il y avait Lugarizzi de Bologne, qui étudiait le sommeil, et en particulier qui a été le premier personne qui a décrit le syndrome des jambes sans repos associé au mouvement périodique. Dans le même numéro de la revue neurologique, en 1965, Gasto publie son premier enregistrement polysomnographique déterminant qu'il y avait des apnées centrales et obstructives. Et dans le même numéro en 1965, qui est dans le bureau de Didier Cugier, au 2e étage du service de neurophysiologie clinique. Donc je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai pu scanner ces documents. Il écrit le syndrome d'impatience des membres inférieurs avec cette description des mouvements périodiques au cours de la nuit, tout au cours de la nuit, et surtout le fait que la cause des micro-éveils, c'est les mouvements périodiques, et que ça pouvait se répéter dans la nuit. Donc il emmène là quelque chose. Lui, il n'était pas raccroché au pic-wick. Il était raccroché à l'idée que parfois il y a des événements qui produisent des éveils, et que ça peut être ça la pathologie. Et Lugarizzi fait quelque chose d'essentiel. Il va constituer un congrès à Rimini. Il va faire le congrès à Rimini. Là, à Rimini, il va avoir toutes les personnes cita di congressi. Donc on a fait espagnol, anglais, italien. Lugarizzi. Mais vous voyez, la créativité, c'est aussi le fait qu'on communique avec plein de personnes différentes. Là, je voulais vous proposer un voyage. On était à Londres, on était en Allemagne à Fribourg, à Oberstdorf, à Marseille, maintenant à Bologne. Et Lugarizzi fait le congrès à Rimini, dans cette station balnéaire de l'Adriatique, et l'ensemble des communications sont éditées en 1972 dans le bulletin de physiopathologie respiratoire sur les hypersomnies et les sleep apnea. Et je l'ai retrouvé, j'étais comme un foufou quand à la bibliothèque de Bordeaux, ils ont le numéro de 72. Ce numéro est fondamental parce que là-dedans, il y a tous les éléments qui ont donné les clés à Guilleminot de pouvoir faire son syndrome d'apnée du sommeil. C'est en 1972 que l'ensemble des éléments qui vont conduire au syndrome d'apnée du sommeil ont été regroupés. Je vais vous en donner quelques-uns. Guilleminot, en 72, il venait juste d'être recruté par Demant à Stanford. Il n'était pas encore très connu et il va faire sa première communication est dans le bulletin de physiopathologie respiratoire. Mais dans ce bulletin de physiopathologie respiratoire, il y a plusieurs éléments qui vont être amenés, qui vont être fondamentaux pour se détacher du syndrome de Pickwick. Le premier élément, c'est Lugarizzi qui l'emmène. Il va poser clairement le fait que ce que Gasto avait dit, les apnées obstructives, vous savez en sciences, l'important c'est aussi la reproductivité. Oui, on peut distinguer les apnées obstructives centrales et mixtes. Le terme mixte est posé. Les apnées centrales, les apnées mixtes, là, et les apnées obstructives, avec la sonde thoracique. Et puis là, soit le fait qu'il faut distinguer
ces 3 types d'apnées. À Rimini, le deuxième élément, il y a Kurtz de Strasbourg, Krieger va être formé par lui, qui invente le terme d'hypopnée. C'est la première fois qu'on utilise le terme hypopnée, c'est Kurtz en 1972 à Rimini. Enfin, l'apnée centrale peut être remplacée par une hypopnée, c'est-à-dire une diminution simultanée et synchrone de l'amplitude des mouvements thoraciques abdominaux, une réduction proportionnelle du flux aérien. Ces hypopnées sont à notre sens équivalents à l'intensité près d'une apnée centrale. On va les mettre dans l'index d'apnée hypopnée. Christelle, il faut faire quelque chose à Rimini l'année prochaine. Oui. Je pense qu'il faut revenir en hommage à Rimini. Le troisième élément qui là est également très important, c'est Lugarizi travaillait avec un réanimateur qui montait des sondes de pression pulmonaire. Et donc il a fait le premier enregistrement chez des patients qui faisaient des apnées pour montrer, attention, les apnées, ça peut être pathologique, ça peut faire augmenter la pression artérielle. Donc, ce n'est pas que un problème de sommeil, c'est un problème qui peut faire monter la tension artérielle. Le quatrième élément, c'est encore Culot, le revoilà, qui a le culot de faire quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il a fait la... Bah oui, c'est marrant. Il a fait une trachétomie. Avant trachéotomie, after trachéotomie, après trachéotomie. D'accord? Ça, je vous ai mis celui-ci, c'est le plus lisible, c'est dans son papier en allemand que je vais aller chercher, mais dans son papier de Rimini, qui est le même, il met le même tracé avant, après trachéotomie. Sauf qu'en faisant ça, il pose clairement que la cause des apnées du sommeil, c'est pas le CO2, c'est l'obstruction. Là, ils viennent de dire que le syndrome du Pickwick et les apnées dans le syndrome du Pickwick ne sont pas liés au poison CO2, mais à quelque chose qui se passe, qui obstrue les voies aériennes supérieures. Et quand on désobstrue les voies aériennes supérieures, on guérit le patient. Et Lugarizi, avec son ami réanimateur, fait la même chose. Et surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils bouchent et ils réouvrent la trachéo. Et ils se rendent compte que quand on bouche, il y a des apnées. Quand on débouche, il n'y a plus d'apnées. Quand on bouche, il y a des apnées. Quand on débouche, voilà. Donc, oui, mais ça permet de faire le lien de causalité. Parce que les gens auraient pu dire, vous avez fait la trachéo, ils respirent mieux, le taux de CO2 s'améliore parce que différentes raisons. Là, ils font un test de introduction-réintroduction, quoi. Retrait-réintroduction. C'est un principe de causalité important. Ce qui leur permet de conclure en 1972, nos résultats démontrent que les symptômes qui caractérisent l'hypersomnie dans la periodic breathing, ils avaient appelé ça l'HPB déjà. Ils avaient l'idée de ne pas parler de syndrome de Pickwick, de dire c'est un congrès sur les HPB, les hypersomnia periodic breathing. Peuvent être attribués à des phénomènes obstructifs des voies aériennes supérieures durant le sommeil. Tous les mots-clés sont là. Tous les mots-clés sont là. Et donc, ce que propose en fait une nosologue, quelqu'un qui fait de la nosologie, c'est de classer ces syndromes de Pickwick, et deux dans lesquels elle propose de créer une entité qu'elle appelle le type Gasto, qui sont des sujets obèses avec des apnées obstructives, sans hypoventilation alvéolaire, sans augmentation du taux de CO2. Le syndrome de Pickwick de type Gasto. Et Lugarizi de proposer une physiopathologie dans laquelle le CO2 n'est plus au centre, mais où c'est bien l'obstruction des voies aériennes supérieures qui est au centre. Tout ça dans ce livre fondamental. Vous me dites, alors qu'est-ce qu'il a fait Guilleminot? Mais Guilleminot, il a fait ce que Kékulé a fait. Il a pris tout ça et il a fait les ponts. Ce qu'ils n'avaient pas fait. Il a fait les ponts alors qu'il venait juste d'être reçu à Stanford. Il fait sa première publication, Insomnia, narcolepsie, un type apnéa, un truc un peu pour tout, avec des membres qui venaient juste de le recruter, et dans lequel il présente un certain nombre de cas cliniques. Et malgré ce papier un peu fourre-tout, il conclut que l'exploration de ces patients qui ont pour seule complainte le fait d'avoir des perturbations du sommeil, ils ne sont pas des Pickwick hypoventilateurs avec de la cyanose, c'est nous conduire à essayer de les explorer et de mieux comprendre les conséquences cardiologiques. C'est-à-dire qu'il explore là que ces gens qui ont des problèmes de sommeil, ils sont somnolents, mais surtout il y a des complications cardiovasculaires importantes. Et je ne vais pas vous présenter ça, mais après les premières études épidémiologiques vont fonder le syndrome du sommeil comme important parce qu'il y a un risque cardiovasculaire d'hypertension artérielle. Et donc, il publie là dans
dans le bulletin de physiopathologie des premiers enregistrements, et particulièrement cet enregistrement fameux où il va faire, comme le gars dit, mesurer la pression artérielle chez des patients avec des apnées du sommeil et dire que ça peut augmenter la pression artérielle, donc risque cardiovasculaire. Ça, c'est en 72. La pression artérielle pulmonaire. Ouais. La pression artérielle pulmonaire et systémique, je crois qu'il fait les deux. Ouais. Et puis, du coup, en 73, un an après Rimini, il publie dans Science New Syndrome, insomnia with sleep apnea. Un truc, il est difficile à lire, le papier est très défini cliniquement, mais ce qui est important, c'est qu'il dit que là, les gens qui ont ces sleep apnea ne sont pas obèses, ne sont pas somnolents. C'est pour ça. Alors, je ne sais pas comment Science a accepté ce papier pour voir comment c'était. Le génie, c'était de dire on peut avoir des apnées obstructives sans être obèse, sans être somnolent. Et là, c'est disruptif dans la pensée. Alors que ce papier, j'ai découvert ça hier soir, bulletin de physiopathologie, un patient de 54 ans et un patient de 57 ans. Science, un patient de 57 ans et un patient de 54 ans. Et là, bulletin de physiopathologie, c'est court, bulletin de Science. Le papier de Science, il avait déjà écrit dans le bulletin de physiopathologie. Il a eu un culot, pour le coup, important, c'est-à-dire il vient d'être recruté à des Mantes, il vient quand même au congrès de Rimini. Non, il y a certains articles en français, il y en a beaucoup en anglais, en fait. Et donc, il republie en fait une sous-partie du papier du bulletin de physiopathologie respiratoire, les deux patients insomniaques, mais avec l'idée disruptive dans la création de dire, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas lié au CO2 et à l'obésité, et les gens peuvent être même somnolents, même sans somnolence, c'est-à-dire du sommeil. Puis en 76, il pose le papier fondamental, sleep apnea syndrome, canidindus hémodynamique change, et le lien avec le cardiovasculaire. Et là, il propose donc une vision du syndrome d'apnée du sommeil, avec, il assoit le principe de la polysomnographie. Et Stanford va asseoir ce principe de la polysomnographie et va conduire à son remboursement. Et surtout, il va poser les critères diagnostiques d'un apnée centrale qui doit durer plus de 10 secondes. Et les patients doivent en avoir plus de 30, ils posent comme ça, arbitrairement, mais ça va être repris depuis. Pourquoi une apnée doit faire plus de 10 secondes? C'est uniquement parce que Guilleminot, en 1976, dans son papier du West Journal de Médecine, pose ça comme un critère 10 secondes, et il pose les critères qui sont quasiment textuels, ceux de la SML, centrale apnéa, obstructive apnéa, mixte apnéa, pour poser le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et donc, c'est à partir de là que je pense que Guilleminot a fait un acte créatif, c'est qu'il a colligé ensemble différents éléments pour sortir du syndrome de Pickwick, pour intégrer ensemble vraiment tous les éléments qui avaient été regroupés au bulletin de physiopathologie. En 1978, il a fondé la revue qui fonde la médecine du sommeil, SLEEP, en septembre 1978. Et donc, quand même, pour cette présentation, on va rendre hommage à Guilleminot et puis connect the dots. Ce que Guilleminot a réussi à faire, c'est de connecter ces 9 points en pas plus de 4 lignes. Et ceux qui, on va pas faire le petit jeu, mais vous voyez, pour pouvoir connecter ces 9 points en 4 lignes, il faut sortir du cadre, c'est fameux ce truc, mais c'était ça, et c'est ce que Kekulé avait réussi à faire, et c'est ce que propose un autre regard sur la médecine quand on est créatif. Merci.